RM Show, une émission de VOA Afrique en direct de Washington DC, la grande capitale de USA et de la bonne musique. Ce soir, Nobody But You, un duet avec Gwen et Stéphanie. C'était là Blake Shelton. Nous démarrons cette émission aujourd'hui, une émission spéciale parce qu'on continue à parler de ce sujet très important, l'impact social et économique du nouveau coronavirus. Et bien sûr, nous recevons le docteur Konstantin Tchenkou. Docteur, vous êtes médecin dans la région, je pense, de Maryland, c'est ça? Dans la région de ce qu'on appelle DMV, ça veut dire que Maryland, Virginia and the District of Columbia, mais Joseph en Virginie, dans la ville de Vienne. Ah, dans la ville de Vienne. Et évidemment, on a aussi appris, docteur, que vous avez des projets, vous êtes en train de réaliser un projet. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre projet que vous êtes en train de réaliser en ce moment? Oui, nous sommes en train de, n'est-ce pas, essayer de transférer la technologie, surtout médicale, n'est-ce pas, de l'Occident vers l'Afrique. Nous sommes des Africains qui ont immigré en Occident et nous voyons beaucoup de choses, des ressources, des éléments du matériel dont nous pouvons, n'est-ce pas, nous en servir en Afrique. Alors nous essayons de faire le mieux, de ramener chez nous ce que nous avons découvert ici en Occident. Et ça, c'est très bien, docteur. Alors, docteur, vous avez étudié en Afrique. Vous dites que vous êtes originaire de l'Afrique. Vous avez étudié en Afrique et vous avez continué ici. Où est-ce que vous avez fait vos études de doctorat, de médecin? J'ai fait mon étude de doctorat à l'université de Yaoundé, à la faculté de médecine qui auparavant était appelée l'OCUS, c'était le centre universitaire des sciences de la santé, qui est devenu la faculté de médecine et des sciences biomédicales. Après l'obtention du doctorat en médecine, j'ai émigré aux États-Unis où je me suis spécialisé en pédiatrie et dans les services d'urgence. Merci beaucoup, Dr Konstantin Tchenkou, avec nous aujourd'hui dans cette émission RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Docteur, beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent cette semaine, ils attendaient impatiemment qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, un expert en la matière parce que nous sommes en train de parler de l'impact socio et économique du coronavirus qui ravage le monde entier en ce moment. D'abord, avant de parler de cet impact, docteur Tchenkou, est-ce que vous pouvez un peu dire à nos auditeurs, c'est quoi exactement ce coronavirus? C'est un virus. Parce que dans le monde biologique, nous avons des bactéries, nous avons des champignons, nous avons des parasites, comme la malaria, c'est un parasite, ce n'est pas une bactérie, ce n'est pas un virus, c'est un parasite. Nous avons le streptocoque qui est une bactérie, nous avons le candida qui est un champignon, nous avons les virus. Qu'est-ce qui caractérise le virus? Le virus est caractérisé par ce qu'on appelle un parasite obligatoire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le virus ne peut pas vivre hors d'un hôte. Le virus vit seulement dans un hôte dont il dépend. Le virus n'a que ce qu'on appelle le DNA ou le RNA. Ça veut dire que la matière nucléaire. Le reste des substances, ils prennent chez l'hôte. Ça veut dire que si le virus est exposé sans avoir un autre, quelque temps il meurt. En général, entre quelques minutes et peut-être un jour, il va mourir parce qu'il n'a rien à manger. Wow. Et là, on comprend très bien. Ça nous donne un peu une idée pour nous qui ne connaissons rien de la médecine. C'est que c'est le virus et c'est que c'est le coronavirus. Alors aujourd'hui, beaucoup de questions, docteur Konstantin, autour de ce virus-là. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, le monde soit en panique avec ce virus-là? Comment cela a commencé? Comment cela aujourd'hui s'est répandu partout dans le monde? Le monde panique parce que nous n'avons pas encore des solutions. Qu'est-ce qu'on appelle solution pour une maladie? C'est soit un médicament, dans ce cas un antiviral, soit une vaccination qui, à titre préventif ou à titre curatif, peut empêcher la maladie, soit d'entrer chez un individu, soit de progresser lorsqu'il est déjà dans cet individu. Alors, on panique parce que nous n'avons pas encore de solutions. Il n'y a ni médicaments, ni vaccin. Alors, maintenant, nous sommes dans des mesures
préventive et conservatoire. Et en général, il y a deux manières de prévention. Il y a la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire, c'est ce que vous faites pour empêcher d'être malade. Merci beaucoup, docteur Tchenkou. Je rappelle que vous êtes docteur ici en Virginie, à DMV, DC, Virginia, Maryland. Ce virus est capable de résister dans l'air ambiant pendant 8 heures de temps. Lorsqu'il tombe sur certaines surfaces, sa résistance peut être un peu plus prolongée. Si vous êtes exposé à ces virus, il y a des forts risques que vous serez infecté. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une différence entre être infecté et être malade. À peu près 75% des gens qui sont exposés à ce virus ne présenteront même pas de symptômes ou de signes. Ils ne savent même pas qu'ils sont malades. Mais 22% des gens qui deviendront malades, et sur ces 25%, à peu près 5% seront gravement malades et peut-être intubés, et à peu près 0,5% vont mourir. Il n'y a pas de distinction de race, de classe sociale, de profession. Tout le monde est exposé. Et je disais tantôt que l'Afrique a l'avantage de pouvoir regarder à 3 scénarios et à 3 modèles. Lorsque ce virus arrive en Afrique, elle a frappé la Chine. Et les Chinois sont en train de presque exterminer ça. Elle a frappé l'Europe, surtout l'Italie, qui ne parvient pas à bien gérer. Et elle est maintenant aux États-Unis, qui, ayant trouvé une solution de contenir ce virus, se demande si le risque économique que ça implique vaut la peine de prendre ces mesures conservatoires. L'Amérique n'a pas encore décidé. Les conservateurs sont d'un côté, ils aiment le business, ils veulent tout ouvrir. Et les démocrates sont de l'autre côté, disent que nous sommes en train de parler des vies humaines. Attendez d'abord qu'on sauve les vies et on parlera de l'économie après. Voilà le débat qui est en train de se poursuivre cette semaine. Et lorsque nous allons voir le budget qui a été voté ce soir même, on va voir de quel côté le choix a été fait. Restez avec nous, docteur. Nous revenons dans un instant. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique. Place à présent à notre segment Actualité. Les États-Unis sont en train de devenir un point chaud de la pandémie de Covid-19. Selon l'université Johns Hopkins, le pays enregistre plus de 55 000 cas et 800 morts. Ce qui a poussé le gouverneur Andrew Cuomo de New York à demander plus d'aide de la part du gouvernement fédéral. Retour sur ce drame au Tchad. Boko Haram a tué près de 100 militaires tchadiens dans une attaque à Boma, dans la province du Lac, ce qui a affaibli l'armée tchadienne dans cette région frontalière où le groupe djihadiste nigérien multiplie les assauts meurtriers ces derniers mois. Le président Idriss Déby Itno s'est rendu en personne sur les lieux de l'attaque hier pour s'incliner sur le corps de 92 soldats morts. L'arrivée du nouveau coronavirus au Kenya a changé la façon de conduire les services religieux dans les divers lieux de culte de la capitale. Les catholiques de Nairobi s'abstiennent d'utiliser de l'eau bénite. Les musulmans ont cessé les nettoyages rituels et les temples hindous se sont tournés vers la diffusion en direct de leurs services. La plupart des pays africains ont suspendu des vols, fermé des écoles et interdit les grands rassemblements pour contenir le Covid-19. Et ils examinent de près les politiques de confinement imposées en Chine et maintenant en Europe. Mais si certains pays d'Afrique de l'Ouest prennent des mesures préventives strictes, d'autres ignorent le danger que représente la pandémie de coronavirus. Aigle. C'est parce qu'on s'était dit. Actualité culturelle, la star de la musique congolaise Fally Ipupa a joint sa voix pour sensibiliser le public à respecter les mesures préventives contre le Covid-19. Il exhorte le public à ne pas échanger de baisers et de poignées de main et à se laver les mains. C'est tout pour l'actualité dans RM Show. Ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Bébé nana, laisse-les parler, laisse-les parler.
d'après l'organisation, docteur, l'Organisation mondiale de la santé, il y a déjà 375 498 cas confirmés, 16 362 confirmés morts dans le monde. Est-ce que vous pensez, docteur Tchenkou, que ce nombre va continuer à croître? Non, ce nombre d'abord qu'on vous donne ne représente que ceux qui ont présenté des symptômes et qui ont été testés. Ça veut dire qu'au maximum, ce nombre ne représente que 20% de l'échantillonnage. 80% de l'échantillonnage a été délaissé parce qu'ils n'ont pas soit présenté des symptômes, soit ils n'ont pas été malades. Et donc vous pensez, docteur, qu'il y a plusieurs cas qu'on ne connaît pas encore? Non, moi je dis que ce nombre doit être multiplié par 10 à chaque fois. Après, il n'y a que 2 sur 10 qui soient tombés malades et qui soient bons à l'hôpital. 8 sur 10 ne savent même pas qu'ils sont malades. Alors, ce nombre qu'on veut donc, c'est ce qu'on appelle des statistiques hospitalières. Mais ce ne sont pas des statistiques universelles. Sur le point, je dis que ce nombre sont très peu par rapport à ceux qui ont été déjà en contact avec ces virus. Les tests que nous utilisons de nos jours ne sont pas des tests qu'on appelle rapides. Les tests rapides sont des tests qui te donnent le résultat dans quelques minutes ou bien en 1 heure. Ces tests durent en moyenne 3 à 5 jours. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on nous donne comme information a un retard d'entre 1 ou 2 semaines. Je disais la même chose pour l'Afrique. Ce nombre qu'on vous donne en Afrique encore, c'est tolérable. Et si on ne met pas des mesures d'urgence dans les 10 jours qui arrivent, nous serons dans des problèmes sérieux. On doit mettre les grandes villes en quarantaine. On doit fermer, on doit boucler, on doit empêcher le mouvement. I wanna wake up every day on this bed. Kane Brown, good as you. Nous allons continuer avec notre discussion avec le docteur Constantine Tchenkou qui répond à vos questions, toutes les questions que vous nous avez posées. Il sera notre invité au long de toute cette semaine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à envoyer-les sur WhatsApp au +1 703 350 37 31. Je répète lentement, +1 703 350 37 31. Et docteur, en parlant de l'Afrique, on a appris que plusieurs pays, en tout cas à part peut-être la Mauritanie ou le Mali, ont été infectés par ce virus. Est-ce qu'on sait pourquoi dans d'autres pays, il n'y a pas encore des cas recensés? Non, tout dépend de l'immigration. La cible primaire, ça veut dire que où elle a commencé le foyer de ce virus, c'était la Chine. Et les Chinois sont allés pour leur fête de fin d'année vers décembre, janvier. Puis, ils sont revenus en Europe. Le premier foyer de contamination après la Chine, c'était l'Europe, l'Italie, la France. Et après, les immigrants, surtout venant de France, alors en Afrique. Et quand vous regardez en Afrique, c'est surtout dans les villes aéroportières où les avions atterrissent que ce virus se concentre en ce moment. Ça veut dire que tout est importé. Maintenant, on dit encore que tout est importé. Mais si on ne contient pas ce qui est importé, elle devient locale. Sur quoi je vous parlais des 2 prochaines semaines. 10 jours à peu près. Si on ne parvient pas à isoler ce cas des voyageurs, très petits nids qui se forment autour des voyageurs, ils vont commencer à infecter la population locale. Je vous prends l'exemple, si un gars infecté se retrouve dans un grand marché en Afrique. Vous connaissez les marchés en Afrique, ils ne sont pas très bien conçus le plus souvent. C'est par terre que les gens vendent des choses. Et souvent, ils sont entassés en centaines. Imaginez-vous ce virus dans un marché africain. Et dans beaucoup de pays en Afrique, docteur Tchenkou, on a vu que des gouvernements, les chefs d'État ont pris des décisions pour confiner bien sûr la population. Vous avez parlé de l'immigration, empêcher cette immigration-là, fermer même des frontières, même dans le pays pour éviter cela. Et donc vous dites et vous pensez que c'est une bonne solution? Oui, la solution, je pense que nous avons raté. Et j'avais fait cette recommandation-là dès qu'elle a commencé. Nous avons d'abord raté à résoudre ce problème en décembre. Et l'OMS aussi, je pense, a raté sur ce point. On aurait isolé la Chine, ce problème aurait été un problème chinois. Et ils ont refusé que ce n'est pas humain, il faut laisser les transports de la Chine et tout ça. Et maintenant, l'on ne sait même plus où ce virus ne se trouve plus. Elle était chinoise.
avant de devenir européenne, avant de devenir africaine. On aurait dû arrêter ça en Chine. Donc on a raté l'occasion. On a raté l'occasion avec la Chine. Et je dis aux pays africains qui sont encore inopportunés pendant 10 jours, ils ont une fenêtre de 10 jours d'empêcher la propagation de ce virus. Et on doit isoler ces villes, ces grandes villes, empêcher que ces gens passent des grandes villes vers les villages. Les grandes villes où les avions atterrissent là, on doit essayer de faire un cordon sanitaire autour de cette ville. Parce que si les gens commencent à quitter cette ville pour aller ailleurs, la catastrophe. Maintenant, il faut identifier les gens qui ont voyagé, essayer d'identifier ceux qui sont en contact direct avec des voyageurs. Tout ça, c'est ce que le ministère de la Santé, avec l'aide de la sécurité, doit faire. Mais nous avons une petite fenêtre d'à peu près 10 jours. Quand cette fenêtre est passée, nous sommes dans des problèmes. Parce que nous n'avons pas les ressources, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas l'éducation de la population qu'il faut. Nous n'avons rien pour combattre un tel virus. Docteur, dans un continent, en Afrique par exemple, où il y a des pays, où il y a des populations qui vivent du jour au jour, qui doivent sortir pour aller chercher de quoi vivre, de se débrouiller par-ci par-là. Vous avez parlé de grands marchés. Comment résoudre un problème pareil? Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire « Mais Roger, c'est bien bon qu'on puisse rester chez nous, mais comment on va vivre? Chez nous, c'est beaucoup plus la famine qui va nous tuer que cette maladie. » Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Je réponds que je viens de faire une proposition à l'État camerounais. C'est en ce moment dont le rôle républicain de l'État rentre en jeu. Protéger ses citoyens. L'État a besoin de puiser dans des ressources pour protéger les citoyens pendant un temps très court. L'État a besoin d'agir pendant 14 à 28 jours. Donner à manger aux citoyens, les donner de l'eau potable et s'assurer qu'ils dorment quelque part. Le travail, on doit arrêter. Les situations, on arrête. On met les militaires pour servir la population. L'État doit prendre ses responsabilités et prendre tout en main. On peut dire que c'est même un état d'urgence. Tous les États devaient déclarer d'abord l'état d'urgence. Ce virus est plus qu'une guerre. Elle va tuer plus que toutes les guerres si on s'amuse. C'est pourquoi, quand vous attendez les présidents occidentaux parler, ils disent la guerre contre le coronavirus. C'est une guerre. Et ce n'est pas la population qui se lève à faire la guerre, c'est l'État qui organise ses troupes pour affronter l'ennemi. L'ennemi ici étant un virus invisible. Docteur, on a parlé de l'impact économique et là, je venais de parler des familles qui s'inquiètent, comment ils vont trouver de quoi manger, comment ils vont se débrouiller, les écoles qui sont fermées, les bars qui sont fermés, les magasins qui sont fermés. Et cela cause aussi un problème social. L'impact social, comment vous mesurez cet impact social? Il y a le stress qui ne fait qu'augmenter dans certaines familles. La vie ne sera plus comme avant. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue ou bien dans une boutique, la première chose c'est que vous n'allez pas vous toucher, vous ne devez pas vous toucher, vous vous saluez sans vous toucher. Je connais bien que l'Africain aime embrasser et cajoler, tout ça. Ça doit s'arrêter. Vous vous saluez à distance. De deux, il faut se laver les mains très souvent. Je ne peux pas dire que j'utilise ce qu'on appelle des trucs sanitaires, parce que c'est là coûte encore cher, on ne veut pas augmenter le problème économique, mais laver les mains fréquemment. Quand vous allez dans les endroits, il faut être loin des gens. Il y a un cordon qu'il faut être, on dit à peu près 1 mètre, 1 mètre et demi. Évitez d'aller dans des endroits où il y a des réunions plus de 10 personnes. Donc des rassemblements non essentiels, quoi. Oui, des rassemblements non essentiels. Il faut éviter. Tout ce que je parle là, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. La base de cette épidémie, comme on n'a pas de vaccin, on n'a pas de médicaments qui a été déjà vérifié et validé, le seul truc, c'est la prévention primaire d'abord. Alors, je dis bien, l'impact économique sera dévastateur. L'économie mondiale va tomber d'une manière... Est-ce que le monde pourra se rattraper après? Il y aura une crise économique. Mais ce qui est important, c'est l'homme. C'est l'homme qui est au centre de l'univers. On doit d'abord sauver l'homme. Et puis on va sauver l'économie. Puisque c'est l'homme qui a créé cette économie et qu'on l'a recréée. Mais la ressource la plus précieuse que nous avons sur Terre, c'est l'être humain. Il faut le sauver d'abord. Mais cet être humain doit être partenaire dans cette manœuvre qui veut le sauver.
l'être humain doit savoir qu'il a une responsabilité. Sa responsabilité, c'est de rester chez lui, essayer de ne pas sortir, sauf en cas majeur où tu dois obligatoirement sortir, sinon. Et quand vous voulez aller vous la détailler, vous-même pour une semaine. Je sais qu'il n'y a pas les frigos, mais ne sortez pas tous les jours. Parce que quand vous sortez, vous multipliez les chances de rencontre de ces choses. Lorsque nous avons traversé la période d'incubation, nous sommes sauvés. Ça veut dire que nous avons 28 jours comme période de combat, si on peut appeler ça. La guerre, c'est une guerre de 28 jours. En 28 jours, on fait une stratégie de 28 jours et on l'applique. Mais ces virus sont en train d'entrer dans l'Afrique. Ça fait déjà 2 à 3 semaines qu'elles sont en train de pénétrer. Nous avons encore une petite fenêtre. Après ça, on ne pourra plus rien. Ça serait la prévention secondaire. Ça ne serait plus primaire parce que ça sera déjà partout. Et docteur, vous parlez d'une guerre, mais c'est une guerre mondiale. C'est une guerre qui affecte le monde entier. Comment, médicalement, cela peut être réglé? Vous parlez de 14 jours à 28 jours. Comment cela peut être réglé en même temps aux États-Unis, en même temps au Cameroun, en même temps au Sénégal, en même temps en Italie? L'Organisation mondiale de la santé, quand vous voyez tous ces pays africains depuis la semaine passée, dit que plus d'avions, plus d'atterrissage, ça c'est le travail de l'Organisation mondiale de la santé. Elle donne les recommandations au gouvernement. Elle donne des principes, best practices, c'est-à-dire meilleures pratiques médicales. L'Organisation mondiale de la santé est en train de coordonner ses efforts. Mais elle a besoin du concours de chaque État. Et comme je propose aux États africains, vous allez souffrir à faire rester les gens chez eux pendant 14 jours à 28 jours. Mais vous en sortirez vainqueur. Si vous ne faites pas cela, s'il n'y a pas la discipline individuelle et collective, nous allons prolonger ça pendant à peu près 18 mois. Voilà les projections de la maladie. Nous pouvons faire ça court ou nous pouvons prolonger et créer plus de problèmes. Je pense que la meilleure manière, c'est que chaque pays se sacrifie, que chaque individu se rend un peu plus responsable, essaie de se confiner pendant ces 14 jours à 28 jours. Docteur Constantin Tchenkou, il y a combien de cas au Cameroun, par exemple? Je crois qu'ils sont à une 50aine. Mais comme je vous dis, chaque fois que vous entendez ce nombre, il faut multiplier ça au moins 70. Parce qu'on parle de cas testés. Et d'abord, d'une part, il n'y a pas beaucoup de tests disponibles en ce moment. Ça veut dire qu'il faut avoir présenté d'abord certains symptômes, comme la fièvre, comme la toux, comme la congestion, et surtout les problèmes d'insuffisance respiratoire pour qu'on commence à penser. Le deuxième groupe de gens qu'on a voulu tester et qu'on n'a même pas testé, c'est les gens qui sont descendus de l'avion en venant de l'Europe récemment. On a mis en quarantaine et on a testé quelques mois, on n'a pas pu tester pour le moment. Puisque nous avons déjà une population cible, je crois qu'on peut faire un cordon sanitaire autour de cette population d'abord. Et puis autour de la ville où ils sont entrés. On n'a pas besoin de bloquer tout le pays parce qu'un gars qui est, je sais pas, dans une ville qui est peu accessible par la route, peu accessible par le train et par l'avion, on n'a pas besoin d'aller là-bas. Mais les villes où l'avion atterrit, qui va d'un pays à l'autre, des villes pareilles doivent être suivies. Docteur, il y a les auditeurs de la Mauritanie qui m'ont écrit pour me demander, mais Roger, vous là-bas aux États-Unis, vous n'avez pas encore trouvé des vaccins, vous n'avez pas encore trouvé des cures pour, n'est-ce pas, finir avec cette maladie ou ce virus. Mais pourtant, il y a des pays africains, d'après eux, il y a par exemple au Sénégal, il y a un monsieur qui était guéri, il y a dans un autre pays, ils ont dit un monsieur était guéri. Alors, ils ne comprennent pas comment ça se passe pour trouver le médicament qui va éradiquer cette maladie-là. Comment ça se passe? Est-ce que n'importe qui peut soigner? Pourquoi pas les Américains ou les chercheurs américains ou les médecins américains vont s'informer auprès des Africains pour savoir c'est quoi cette potion magique pour guérir les malades? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a déjà trouvé, est-ce qu'on est sur une piste de vaccins, de médicaments pour éradiquer cette maladie? Et on a parlé de la chloroquine, je ne sais pas, docteur, qu'est-ce que vous nous dites à ce sujet? Bon, commençons par le commencement. Sur 100 infectés, 80 ne tomberont pas malades. Ils vont sauter guéris seuls. Il n'y a que 20% qui auront besoin d'aide. À peu près 10% auront besoin d'un peu d'aide. À peu près 5% auront besoin d'être en soins intensifs. Et à peu près 0,5% à 1% vont mourir. Ça veut dire que
80% des personnes n'ont besoin de rien. Et je pense, sans risque de me tromper, toutes ces potions qu'on donne, ils se sont guéris en dépit de ces potions. Parce que 80% déjà, vous savez, sur 10 personnes, 8 vont guérir instantanément, n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Ça, c'est pour la guérison instantanée. Maintenant, au point de vue médicaments, il y a au moins 2 à 3 antiviraux qui sont déjà en travail. Ils ont déjà fait la phase première de recherche, ils sont à la phase secondaire. Et il y a au moins 2 vaccins américains et je crois un vaccin européen qui sont déjà, Sanofi est en train de travailler sur ça. Mais avant qu'on teste un variant sur un être humain qui seront faits dans les 3 prochains mois, il y a beaucoup de restrictions. Le FDA ici, le Food and Drug Administration aux États-Unis, a des critères très, très durs pour passer avant de pouvoir aller à la phase où on teste un vaccin sur une personne. Ça prend en général entre 3 et 6 mois. Cette phase, deuxième phase, et puis la troisième phase, qui est à grande échelle, encore 3 à 6 mois. En général, quand on accélère la production d'un vaccin ou un médicament, ça prend à peu près 1 an. Bon, si dans certains pays africains où on n'est pas très rigoureux, pour sortir un médicament en 2-3 mois, bon, c'est différent. Mais est-ce qu'elle sera approuvée par le FDA? Je ne pense pas qu'il y a une manière rigoureuse pour approuver. Parce que ce n'est pas le fait d'un médicament peut te guérir d'une maladie et te donne une autre. Un médicament peut te guérir d'une maladie et t'en donne 3 ou 5 autres problèmes qui sont souvent plus sévères. Ceci dit, on ne veut pas seulement que ça guérisse, mais on ne veut pas que ça nuise. Après avoir guéri, on ne veut pas des effets secondaires néfastes. C'est pourquoi même les médicaments qu'on a mis sur le marché, de temps en temps, on les retire. Parce qu'on a vu que les effets secondaires sont vraiment difficiles à manager. Mais les chercheurs ont déjà trouvé des antiviraux, au moins 2, et les vaccins, il y en a au moins 3, qui sont déjà en train d'être étudiés, mais ça prend du temps. Ça ne va pas être avant 9 mois. Si vous êtes en train d'écouter RM Show, vous avez vos questions à poser. N'hésitez surtout pas à poser nous des questions et nous allons les poser à notre expert médecin, Dr Konstantin Tchenkou, ici à Washington, D.C. Docteur, je sais qu'on va vraiment vous déranger au long de toute cette semaine avec ce problème, peut-être même aussi la semaine prochaine. Je voulais juste vous dire merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. En tout cas, merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes au service de l'humanité. Ce sont des temps difficiles. Nous devons tout faire pour sauver l'humanité. Et je rappelle que vous êtes docteur dans la région de DMV, Virginia, D.C., Maryland. Merci, docteur.